me souviens, alors là ça touchait plus au spectre qu'au... Mais en fait, les spectres sont des images fantômes, donc ça, je pense que pour moi ça a commencé là. J'étais aux États-Unis et je devais avoir 10-11 ans et j'ai beaucoup pleuré pour que ma mère m'achète tout un dispositif phosphorescent avec des fantômes qu'on installait dessus et qui était phosphorescent donc dans la nuit. Et j'installais ça au bout d'un couloir et je me faisais peur en le regardant de loin. Donc là, déjà, il y avait une espèce de tendance vers ça qui a continué, qui s'est développé dans plusieurs autres sens et qui est allé en effet vers ce qu'on pourrait appeler les images en général et les images fantômes en particulier. En gros, tous les livres que j'ai faits, enfin tous les livres, quelques livres que j'ai faits s'intéressent à ça, aux images fantômes, à chaque fois d'une manière particulière. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Le pré vénéneux et où il est question en effet d'images. Il est question c'est un homme qui traverse un pré et un pré qui est en constante métamorphose. Donc les images sont jamais stables et à chaque fois il y voit quelque chose de particulier, de nouveau, des échos, des reflets, des renvois, des métamorphoses. Dans les illusions d'optique, dans les images fantômes, il n'y a jamais de vue définitive. Il n'y a pas de dépôt définitif, il n'y a pas de vue définitive. Tout est toujours provisoire et je pense que c'est ça, avant tout ça qui m'intéresse et qui m'attire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir définitif. Il y a toujours quelque chose qui tremble, qui est sur le point de devenir autre chose ou de disparaître. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, à vrai dire. Et je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse dans un type d'écriture qui ne pose pas définitivement les choses, mais qui produit une forme d'hésitation. Notamment l'hésitation que produit par exemple les anamorphoses, parce que avec les anamorphoses, donc ces tableaux à secret et aux effets merveilleux, comme les a décrits Baltrushaitis, l'œil est pris dans une forme d'hésitation, c'est-à-dire qu'il regarde d'un point, il voit quelque chose, et d'un autre point qui est le point qui a été extrêmement bien calculé, le point de fuite, il voit la scène se redresser. Bon, ça c'est un des procédés, mais il y a d'autres procédés. Il y a des images anamorphotiques qui se redressent dans le miroir. Il y en a qui obligent à se déplacer. Enfin, il y a toutes sortes d'images anamorphotiques. Et ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que d'une part, on n'est jamais sûr de ce qu'on voit, et d'autre part, je trouve que c'est une leçon remarquable sur le fait de voir. C'est-à-dire que ça dit simplement que on ne voit pas la même chose d'un endroit ou de l'autre où on se trouve. Et ça, c'est une leçon générale et qu'on veut difficilement, ou qu'on peut, je ne sais pas, difficilement admettre, parce qu'on a toujours l'impression qu'on voit exactement ce qu'on voit et ce qu'il faudrait voir. Les anamorphoses, c'était un jeu très savant sur la perspective qui avait son importance à l'époque et ce qu'on appelait les perspectives dépravées. Donc c'était une manière de détourner la perspective pour en faire quelque chose
bon, moi que je considère comme un peu inquiétant. Mais maintenant l'intention, alors si on prend le tableau de Holbein, les ambassadeurs, l'intention est très claire, c'est une vanité. Donc c'est une façon de dire, voilà, il y a ces deux ambassadeurs qui sont entourés par tous ces objets qui manifestent le progrès de la science à l'époque, etc. Et très bien, on sait de plus en plus de quoi est fait le monde, mais il n'en demeure pas moins que voilà, le tableau était mis chez un parti, je crois que je ne sais plus chez qui il était, est-ce que c'était François Ier, enfin je ne sais plus. Il était chez quelqu'un et lorsqu'on se retournait, on quittait la pièce, qui était évidemment une pièce assez considérable, on quittait la pièce et on se retournait pour un dernier au revoir. Et à ce moment-là, c'est exactement à ce point-là qu'apparaissait la tête de mort. Donc bon, voilà, c'était une manière de dire tout ça. C'est de la gnognotte, quoi. Ces beaux instruments, bien sûr, vous savez mesurer le monde, vous savez l'observer, le comprendre, mais il n'en demeure pas moins que on va tous mourir et que le crâne est là pour nous le rappeler. Bon, voilà, ça c'était une intention. Maintenant, il y a eu des tas d'anamorphoses différentes et par exemple, il y avait des anamorphoses qu'on appelait des anamorphoses vexantes. C'est-à-dire que ça, c'était des anamorphoses allemandes où on voyait une scène brouillée d'un côté et de l'autre, lorsqu'elle se redressait et qu'on la regardait du bon point de vue, on voyait un garçon en train de voler le portefeuille, je ne sais pas si ça existait à l'époque, d'un vieillard. Enfin, il y avait des... Alors on dit que la première anamorphose, ce serait Léonard de Vinci qui l'aurait peinte, ou dessinée plutôt. C'était une anamorphose très simple, où il y avait un nez d'un côté, une bouche de l'autre. Enfin, c'est vraiment une anamorphose primitive, pas du tout sophistiquée, mais néanmoins... Quand on regardait de face, on voyait une chose un peu disloquée et du point de vue où il fallait la regarder, on voyait un visage se redresser. Je me suis rendu compte aussi d'une chose qui, par ailleurs, m'a toujours fascinée, c'est que les films, un certain nombre, et la plupart d'ailleurs, des films d'Antonioni avaient à voir avec les anamorphoses, enfin, qu'il y avait toujours une scène ou quelque chose qu'on pouvait assimiler à une anamorphose, ou en tout cas qu'on pouvait rapporter à ce que la photographie peut contenir comment dire, de secrets ou de déplacements ou d'énigmes, disons, d'énigmes. Et la scène la plus emblématique de ce point de vue-là, c'est, je pense, la scène de Blow Up, où il voit, et là c'est vraiment une anamorphose à mon avis, le photographe voit un visage dans le pré, enfin dans le parc, pardon, dans le parc repeint en vert par Antonioni, sur la pellicule, il voit un visage, celui d'un mort, et donc il prend la photo, il a la photo, il tente d'agrandir cette photo, de l'agrandir, et il l'agrandit tellement que, évidemment, le grain prend tout, et le visage disparaît. Et donc ce visage, il est d'une certaine manière irreprésentable, en tout cas on peut pas le rattraper, c'est impossible. Donc voilà, ça c'est... Et dans Antonioni, il y a indéfiniment des questions sur la vue, sur l'éclipse, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit quand le soleil s'éclipse? C'est une autre question qui est abondamment posée dans ce film. Ou bien, par exemple, dans l'Avventura, quand Anna
disparaît, c'est le point de fuite. Voilà, y a plus, on perd le sens, elle disparaît de la vue, elle disparaît tout court, et on n'arrive pas à reconstituer le sens. Et bon, voilà, j'en oublie, mais peut-être aussi dans Zabriskie Point, où le monde finit par... bon, ça, c'est pas vraiment une anamorphose, mais quand même, le monde finit par exploser en éclats. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on finit par voir uniquement à la fin du film? C'est des morceaux, c'est des éclats du monde, c'est tout. Et avec l'idée qu'il n'y a pas de reconstitution possible. Quand on met une image en face d'un texte, ou l'inverse, se joue entre les deux quelque chose qui est comme une tension, ça fabrique une espèce de temporalité singulière. En même temps, on pourrait dire que dans le texte, l'image, enfin, il y a toujours des images, et les images clignotent dans le texte, et dans l'image, on peut reconstituer du texte, en général. Donc voilà, mais c'est peut-être ce jeu, cette tension, cet écart, cette drôle de temporalité que ça fabrique qui m'intéresse. Et bon, je me suis toujours dit que c'était justement entre les deux que les fantômes arrivaient, que ça créait un colloque spectral ou quelque chose comme ça. Le rayon en sort comme des antennes, des yeux, ici, des yeux se propagent en ligne droite où jaillit sans détour des choses, ou alors va et vient entre les deux, éblouissement, vertige. L'œil est une chambre noire avec une lentille d'un côté et un écran de l'autre. Il suffit d'un beau soleil et d'un petit trou de la taille d'une épingle pour dessiner sur le mur opposé l'image renversée du monde, mais si nette. Un paysage unique sous un bel éclairage, les couleurs, les ombres portées, les nuages, les rides sur l'eau, le vol des oiseaux, et tout ce que l'on peut voir sous un soleil bien brillant. Tel l'œil rond de la chouette, même une nuit sans lune, du papillon blanc-neige, de l'araignée, tout à fait noire, et de la mouche, une demi-sphère qui lui donne son image mosaïque, électrique, panoramique, mais aveugle, après 2 mètres. Ou comme celui du cardinal Colonna, grand archevêque de Bologne, sur un carton troué, écarquillé et fixe, mi-homme, mi-bête, quand il était tiré, mais frais et lucide, quand il se redresse sur une colonne de verre. Il peut voir à travers les habits et les corps opaques, le regard X, aussi pointu qu'un rayon, la lumière en raie spectrale, de l'autre côté du mur, sous terre, les formes sur sa rétine, de choc, photographier la pensée, le dos de la lune, en voir autant dans les nuées que les oracles dans le marc de café. J'ai l'impression d'avoir les yeux mouillés. Qu'est-ce que je dois regarder ?